à tous. Eh non, je suis pas allé faire mes courses chez Cooler Master, il s'agit simplement d'une partie du bundle d'un nouveau boîtier. Il se nomme le Master Case H500P Mesh White. Au programme, une version blanche du H500P qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Le constructeur apporte également quelques petites rectifications. C'est un boîtier qui s'oriente sur le haut de gamme. Tarification, on commence à le trouver aux alentours de 160 €. Il possède en face avant deux mastodontes, deux ventilateurs de 200 mm en RGB et on a un 140 mm. À l'arrière, on a du verre trempé, du plastique, de l'acier, on a une architecture compartimentée. Beaucoup de choses à dire. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour d'horizon de ce boîtier et ensuite qu'on regarde également ses prestations en termes de silence et de refroidissement. Et bien écoutez, on attaque tout de suite, j'installe tout ça et on se retrouve dans 2 petites secondes. Voici donc ce boîtier, cette version Mesh White du Master Case H500P. On remarque tout de suite que ce duo de couleurs très contrasté, donc blanc et noir, vient renforcer son caractère sportif déjà de base. Donc ici on a un boîtier qui s'exprime véritablement avec un look et une forte personnalité, et surtout qu'on a deux ventilateurs de 200 mm sur la face avant, ce qui lui apporte une largeur assez importante, et donc du coup il devient trapu, massif sur un bureau, il se laisse voir et il n'a pas honte de son look, comme vous pouvez le constater. On a un boîtier type moyen tour. Au niveau dimension, on est sur du 544 par 242 et par 542 mm. Côté matériaux, châssis en acier, on va retrouver du plastique sur l'extérieur. Petite remarque au niveau du plastique, Cooler Master aurait pu revoir un petit peu plus vers le haut la qualité, alors c'est tout à fait correct. Par contre, dès qu'on commence un petit peu à manipuler, le plastique est assez rigide et donc du coup, ça craque un petit peu. Et on va retrouver également du verre trempé au niveau latéral. La coiffe ne change pas, on va retrouver donc des grilles métal mesh sur tous les côtés latéraux, donc droite et gauche, mais également toute la profondeur. Par contre, par rapport à la première version, on a cette imposante grille sur l'avant qui va laisser s'exprimer les deux ventilateurs et entre autres favoriser le passage de l'air. Ce boîtier donc prend en charge différents types de configurations. On va regarder ça dans un petit instant lorsqu'on regardera l'architecture interne. Sa connectique est placée sur le haut, sur un plan incliné. Ici, c'est du standard. On a 4 ports USB. 2 en USB 3, 2 en USB 2, on va récupérer des classiques jack audio, micro, casque, un petit bouton power qui reprend le design du logo Cooler Master, et on va retrouver également un reset, mais qui aura une fonction secondaire si besoin, donc pas forcément celle permettant de rebooter sa machine. Et on va retrouver également une petite LED d'activité au niveau de l'unité de stockage. Petite remarque juste avant qu'on regarde l'architecture interne, donc Cooler Master ne se contente pas seulement de revoir la robe de son boîtier, il y a également quelques petits ajouts qui ont été faits, une petite modification par rapport à la première version, et on remarque qui ont été faits. Et donc du coup ici on a une façade avant où là au niveau, donc tout ceci est démontable bien sûr puisqu'on peut rajouter des ventilateurs ou encore passer sur du radiateur en water cooling, et ici les fixations ont été renforcées, que ce soit au niveau de l'avant ou encore au niveau du dessus. Au niveau de l'avant, pour extraire donc la façade avant et avoir accès aux deux ventilateurs, il suffit simplement, donc ici on a une sorte de petite poignée, vous appuyez avec le pouce et vous tirez vers vous doucement, vous allez voir, voilà, ça se désolidarise tout seul. Par contre, on a également une petite astuce assez sympathique puisqu'on a un système qui permet simplement une ouverture sur moins de 45 degrés, ce qui permet au panneau de ne pas tomber directement et tomber sur le bureau. Et donc du coup c'est assez sympathique, alors que j'arrive à retrouver, ah voilà, ma pièce, puisqu'on va retrouver le même système au niveau du panneau latéral ici en verre. Alors là c'est beaucoup plus percutant puisque comme c'est du verre, il suffit de le laisser tomber et là ça vole en éclats. Et donc du coup ici, alors il n'y a pas de vis à main, c'est juste ici un petit loquet. Alors une petite pièce suffit pour l'ouvrir. Alors moi il suffit pas d'être très riche hein, puisque là c'est 1 centime d'euro. Donc là il suffit de faire simplement un quart de tour et vous allez voir on va retrouver donc ce même système et donc du coup le panneau ne tombe pas. Et la même chose pour le panneau cette fois-ci en acier qui est présent de l'autre côté du boîtier. Au niveau de l'architecture, on va retrouver donc du moderne avec deux chambres bien distinctes. La chambre principale qui va accueillir la carte mère et tout son zinzouin. Donc là que ça soit ventirad, ça soit carte graphique, deux cartes graphiques ou encore carte son dédiée sur un port PCI Express. Ici Cooler Master a voulu améliorer le rendu en limitant visuellement les câbles. Donc du coup on a plusieurs astuces
dans ce domaine-là. Alors je vais peut-être fonctionner par étapes. Alors on va commencer déjà par les supports 2,5 pouces. Donc le boîtier accepte au total 4 SSD en 2,5 pouces ou disque dur, ou encore 2 SSD et 2 disques durs. Ça se déroule donc au niveau du compartiment inférieur, où on va retrouver le bloc d'alimentation plus une cage DD équipée de 2 tiroirs 3,5 pouces et 2,5 pouces et 2 emplacements dédiés pour des unités en 2,5 pouces. Et comme vous pouvez le constater, donc là j'ai un SSD, là, le boîtier, enfin le PC est en route, le SSD est caché dans son support, donc du coup on ne le voit pas, et ça limite également visuellement de voir le câblage, donc le port SATA et l'alimentation SATA. Et toujours dans cet esprit-là, vous allez retrouver sur le fond ici du plateau à carte mère une grande plaque en métal qui vient cacher là également le surplus des câbles. Au niveau de la chambre principale, ici on a quasiment tous les formats qui sont pris au niveau carte mère. Ça va de l'EATX en passant par de l'ATX, du micro ATX jusqu'au mini ITX. La carte graphique de son côté profite d'un espace assez généreux, 412 mm, tandis qu'au niveau du ventirad, vous pourrez mettre du massif, du gros, avec 190 mm de disponible. De base, le boîtier est équipé de 3 ventilateurs, on en a déjà parlé de 2. Les deux à l'avant en RGB, c'est des 200 mm avec une vitesse maximale de rotation à 800 RPM. Et on a un 140 mm ici positionné à l'arrière en extraction qui lui sera capable de monter à son plein potentiel à 1400 RPM. Bien sûr, ce système est évolutif, il y a beaucoup de possibilités, donc ici, que ce soit sur l'avant ou sur le haut, on va pouvoir installer 3 ventilateurs de 120 ou 140, ou encore 2 de 200 mm. Côté water cooling, alors là c'est pareil, vous pourrez mettre grosso modo tout ce qui existe, ça va de 120 à 140, 240, 280 et 360 mm, que ce soit à l'avant ou encore sur le haut. Et enfin, côté slot d'extension, on a 7 slots classiques avec équerre PCI perforé, plus de slots ici positionnés à la verticale, et vous devinez pourquoi. Ça va permettre de positionner via une option la carte graphique non pas à l'horizontale comme ceci, mais à la verticale, afin d'exposer son système de refroidissement. Surtout si c'est un modèle haut de gamme, vous aurez du RGB, donc avec ce panneau en verre trempé, ça permet de profiter visuellement de ces possibilités d'éclairage. Cette idée donc de vouloir cacher le surplus des câbles se retrouve également à l'arrière du plateau à carte mère, avec donc un cache en plastique et cette grande pièce en métal où il y a marqué Design by Cooler Master. Et ici ça permet de cacher tout le surplus des câbles, et en particulier le 20 plus 4 broches à destination de la carte mère. On a également des attaches à différents endroits, donc là c'est assez pratique, et avec ce système là, du coup je trouve que mon câble management est pas trop mal. Bon, mais bien sûr il y a toujours mieux, mais ici on peut assez facilement avoir un rendu plutôt sympathique. Je vais peut-être vous enlever directement cette plaque là pour vous montrer ce qui se passe derrière, et en particulier normalement de mémoire on doit pouvoir apercevoir la cage HDD, donc qui vous permettra d'installer 2 disques durs ou encore 2 SSD au format 2,5 pouces. Je fais juste attention à mes vis qui ne tombent pas, voilà, je vais enlever la petite plaque, voilà ce que ça nous donne. Donc ici la cage est positionnée sur le bas et on retrouve tout un tas de fils. Alors pourquoi justement? Ici, on a donc un boîtier qui est RGB au niveau de ces 2 ventilateurs avant, et ce RGB est pilotable de 2 manières différentes. On a le droit ici à une petite télécommande avec un petit bouton. Cette télécommande accepte également ici, juste derrière, la possibilité de brancher le bouton reset de votre boîtier. Je vous en parlais tout à l'heure. Et du coup, le bouton reset ne servira plus à rebooter la machine, mais par contre servira à sélectionner les différents effets. Donc là, assez sympathique. Et au niveau du modèle, il est également possible donc de faire abstraction de cette télécommande et de brancher le boîtier directement sur une carte mère compatible, et du coup d'avoir un rendu synchronisé avec l'ensemble des composants. Au niveau performance, donc ici on a fonctionné avec notre configuration de référence, je vous la marquerai au niveau du descriptif, sinon vous la retrouverez au niveau des protocoles boîtiers du site, sur le site Jinfo. Ici on a fonctionné en 2 modes, un mode low, donc au minimum, c'est le mode que vous avez ici, le boîtier est totalement inaudible, et un mode high où là tous les ventilateurs sont à fond. Ici on a 2 ventilateurs à l'avant de 200 mm qui s'expriment vraiment, surtout parce qu'on est passé sur du metal mesh, donc du coup il y a un passage au niveau de l'air qui est assez conséquent. On a une chute des températures, donc là la configuration dans les 2 cas, que ce soit en low ou en high, est à fond, donc le processeur fonctionne à 100%, la carte graphique également, les unités de stockage, bref, c'est vraiment ici un protocole très particulier, et c'est rarement le cas avec un PC traditionnel. Mais là on se rend compte que donc du coup entre une ventilation en low ou en high, le processeur est capable de perdre jusqu'à 9 degrés contre 6 degrés pour le GPU, pas moins de 3 degrés au niveau de la carte mère, 4 degrés au niveau du SSD, moins 3 degrés pour le HDD, et on a une température
interne du boîtier qui chute, elle, de 5,9 degrés. Donc là, on voit bien que le passage en high permet aux deux ventilateurs avant d'apporter beaucoup d'air frais et la circulation de l'air est assez performante puisque ça touche absolument tous les composants essentiels de notre configuration. Ensuite, on s'est amusé également à mesurer donc la qualité de ce flux d'air. Est-il performant, puissant? Donc pour ceci, on utilise une carte graphique Fanless, c'est notre référence. Alors bon, elle est complètement désuète au niveau des performances. Nous, ce qui nous intéresse, c'est son système de refroidissement. Je vais juste aller la chercher. Elle est ici pour vous la montrer. Ici. Donc là, il s'agit d'une GeForce 9800 GT avec cet imposant système de refroidissement Fanless. Donc il n'y a pas de ventilateur avec des ailettes en aluminium positionnées de manière verticale et surtout ça déborde au niveau du PCB. Donc, quand la carte graphique est positionnée dans ce sens-là, on se rend compte que les deux ventilateurs avant, si ils ont des performances en termes de poussée d'air, la carte graphique va en bénéficier tout de suite. Donc ici, on l'a fait fonctionner bien sûr à son plein potentiel. Alors, on a des résultats assez intéressants puisque ici, avec une ventilation au minimum, il y a peu de flux d'air. Le GPU arrive comme à une température critique, 104 degrés. Par contre, dès qu'on passe en high, là, il y a une chute brutale, 22 degrés, pas moins. Et on a un GPU qui, à 100%, affiche 82 degrés. Enfin, question nuisance sonore, 3 petites remarques. On utilise, nous, un protocole permettant de distinguer deux choses. La première, c'est le bruit inhérent à la ventilation. C'est-à-dire qu'on va fonctionner avec une configuration totalement fanless. On a un ventirad qui est à l'arrêt, on n'a pas de disque dur, donc la configuration ne fait aucun bruit. Et là, on place un sonomètre, environ 25 cm de la face avant du boîtier, et on mesure les nuisances sonores. Donc par rapport au low, qu'on a vu tout à l'heure, et au height. Ensuite, on va faire la même chose, par contre en height, cette fois-ci avec notre configuration de référence, celle que vous avez ici, où là on a des parties mécaniques qui vont se mettre en place, un disque dur qui va turbiner, une carte graphique qui est à fond avec son système de refroidissement qui turbine également à 100%, et un ventirad également à 100%. Donc ici, au niveau des résultats, on a un boîtier qui n'est pas orienté silence, ça c'est certain. De toute façon, Cooler Master ne l'annonce pas comme tel. Ici, on a donc dans ce mode que je vous le disais, l'eau, il est inaudible. La ventilation s'entend très très peu. On a juste un léger souffle et encore, c'est à peine perceptible. Par contre, dès qu'on va passer à une ventilation au maximum, là, les deux ventilateurs avant se laissent entendre puisqu'on a notre sonomètre qui monte tout de même à 40,3 dBA. Et ensuite, lorsqu'on utilise donc notre configuration, cette fois-ci non fanless, donc avec des éléments mécaniques, ici, on a un sonomètre qui monte jusqu'à 43,8 dBA. Donc ici, on a une petite valeur qui permet de se rendre compte des capacités d'étouffement du châssis. Et on va terminer juste avec un troisième exercice qu'on fait, c'est qu'on utilise un disque dur mécanique, donc là c'était une version de 1 Tera à 7200 tours minute. On arrête toute la ventilation, on passe sur une configuration fanless et on mesure le son à 25 cm du boîtier. Et ici on a des résultats plutôt assez satisfaisants lorsque le disque est au repos du 35,1 dBA, donc c'est inaudible. Et ensuite lorsque le disque dur est en forte sollicitation, on passe à peine à du 39 dBA, 38,9. Donc ici c'est plutôt sympathique, on est sur le haut des meilleurs scores boîtiers qu'on ait testé. Donc moi je vous laisse sur ces quelques résultats, je vous donne rendez-vous au niveau du site où là on rentrera plus en détail sur les caractéristiques de ce boîtier, on affinera également donc ces résultats en termes de performance. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fait plaisir, et moi je vous dis à très bientôt au niveau de la chaîne.